Comme Laurence l'a expliqué, c'est le dernier round des sous-équipes pour ces premières séances de travail sur la visibilisation. Donc, notre travail à nous nous a aussi permis, on avait l'avantage d'avoir entendu les autres, donc les autres présentations, et de vous en faire la synthèse. On va vous présenter la façon dont nous avons réfléchi aux différents discours sur la visibilisation, et on les illustrera à partir de quelques cas d'études de nos travaux au sein de Britex 17-18. En fait, l'enjeu aujourd'hui, on a pensé qu'il était vraiment de commencer à réfléchir collectivement, et puis on aura la discussion tout à l'heure, sur la façon dont notre travail puisse devenir un véritable travail collectif, plutôt justement que la somme de tous les cas d'études et de travaux qu'on peut faire sur ce thème, qu'on comprend un peu parfois de façon assez générale. Donc, comment est-ce qu'on va commencer à travailler véritablement après ces premières séances méthodologiques depuis quelques mois? Je vais vous le montrer. Est-ce qu'on va choisir de travailler la visibilisation par thème ou par catégorie d'invisibilisés ou autre? Et au final, comment nous présenter? C'est-à-dire quels sont nos objectifs dans cette sous-équipe visibilisation? Quelles vont être nos contributions? Quelle est notre valeur ajoutée en tant qu'équipe du LERMA sur ce concept? Donc, tu peux changer, Laurence. Ah, pardon, tu peux changer, mais moi, je ne change pas. Donc, je suis toujours sur ma slide. Donc, j'ai voulu commencer en vous montrant 3 exemples de structuration d'autres groupes qui se sont structurés sur la notion de visibilisation. D'abord, il y a un séminaire de Saclay, du laboratoire des études sur les sciences et les techniques de l'université de Saclay. Donc, c'est un séminaire en histoire des arts. J'ai regardé, pas dans le détail bien sûr, mais comment eux s'étaient présentés. Et eux, très clairement, ils ont choisi de travailler sur le thème de la visibilisation par objectif. D'abord, les stratégies mises en œuvre pour se rendre visible. Deuxièmement, la finalité de ces stratégies. Et troisièmement, une étude des acteurs peu ou pas visibles. Alors pour eux, c'est de l'histoire des sciences, et donc leur exemple, c'est les entrepreneurs, les artisans, les praticiens, les préparateurs, les enseignants, les vétérinaires, etc. Deuxième exemple de structuration, c'est un séminaire international dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Invisible Lives, Silent Voices. Et eux ne se sont pas structurés comme les précédents par grandes catégories, thèmes, objectifs, etc. Mais ils se sont structurés autour de ce que moi j'ai appelé des catégories d'invisibilisés. Je vous mets, mais on vous donnera les slides de toute façon, le petit texte de cadrage du séminaire. Et ensuite, ils ont choisi donc 3 catégories. Des figures de non-conformité, non-conformisme, mais non-conformité, c'est-à-dire les minorités et les migrants et les réfugiés, donc avec une première étape, enfin, premier groupe qui s'appelle Migrants and Refugees Transient Ghosts. Deuxième catégorie d'invisibiliser les femmes, ils l'ont appelé Unveiling Genders. Et troisième catégorie d'invisibiliser, Disabled and the Poor. Mais en fait, j'ai regardé dans le séminaire, ils ont vraiment travaillé pour l'instant uniquement sur la question du handicap et de la vulnérabilité, vulnerability and disability. Finalement, troisième exemple, alors là, c'est un exemple individuel, mais je voulais vous le présenter aussi. C'est celui d'Emmanuel Renaud, qui n'a pas travaillé par thème, qui n'a pas travaillé par catégorie d'invisibilisés, mais qui présente ses propres objectifs selon des stratégies d'invisibilisation. On en avait déjà parlé, et lui, il en a compté 3, le déni, l'euphémisation ou les modalités de l'atténuation, le spectaculaire. Bon, moi, j'appelle ça la mise en lumière de traits ou de groupes, une sorte d'effet projecteur. Donc, on choisit d'organiser notre équipe visibilisation selon les axes d'études, selon des catégories de groupes, populations d'invisibilisés, ou selon des déclinaisons de la notion comme Emmanuel Renaud, il faudrait organiser
notre réflexion à partir de maintenant. Alors, notre séance aujourd'hui, c'est votre slide et je vous ai mis ce qu'on a fait au tableau, la session de brainstorming. Nous avons eu 3 réunions de travail et on a commencé par s'interroger sur la notion d'invisibilisation plutôt que sur les catégories et les thèmes que la notion évoquée dans nos propres travaux. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter est en 4 grandes parties et ça reflète le tableau qu'on faisait là dans la première réunion. Donc la nature des différentes invisibilités, les causes de l'invisibilisation, une partie sur le dévoilement, la révélation, et une partie un peu plus méta, on va dire, sur la visibilisation et la recherche. Et en toute fin, si on a le temps, on vous montrera, là ce sera plus précisément sur notre sous-équipe Britex, comment on a songé à s'organiser. Et nous allons également travailler sur la notion de scandale, qui viendra en point d'orgue dans le colloque. Mais bien sûr, cette organisation pourrait être amenée à être revue en fonction de la façon générale dont on souhaitera, avec les différentes sous-équipes, s'organiser. Voilà pour l'introduction. Merci. Très bien, merci Anne. Donc, j'enchaîne avec une première partie qui va nous permettre de parler des natures, des différentes invisibilités. Donc, depuis près d'1 an, chaque thème du programme Visibilisation a proposé une séance autour de cette notion. Ces séances ont permis d'identifier comme point de départ différentes invisibilités à partir desquelles peut s'opérer le processus, l'étude du processus de visibilisation. Donc, pour mieux évoquer ces invisibilités, nous avons rappelé à l'écran le contenu des séances et des titres. Donc, même si tous les membres du programme n'ont pas eu l'occasion de montrer l'articulation entre leur recherche personnelle et la notion de visibilisation, nos discussions ont fait apparaître plusieurs types d'invisibilité et nous allons les présenter chacune à notre manière. Et pour les collègues présents, n'hésitez pas à compléter nos propos lors de nos échanges en deuxième partie de séance. Donc, dans un certain nombre de cas, l'invisibilité repérée est celle de groupes en marge, minorités perçues selon leur genre ou bien leurs caractéristiques ethniques, minorités linguistiques, sociales, religieuses. Ces catégories ne sont pas exclusives, peuvent se recouper. Dans Britex, par exemple, Laurence travaille sur l'histoire des catholiques en Angleterre au XVIIe siècle et plus particulièrement sur l'expérience des religieuses anglaises en exil sur le continent en découvrant. L'invisibilité qu'il occupe est donc celle d'une minorité religieuse et de genre. En octobre dernier, Marc dressait un constat sur la visibilisation du mouvement pour le droit de vote des femmes en Grande-Bretagne à l'occasion du centenaire de la loi sur le suffrage. Dans ce cas, le terme de minorité, de genre, que j'ai employé plus tôt pour les religieuses catholiques anglaises, ne convient pas pour désigner l'ensemble des femmes qui avaient le droit de vote avant 1918, ou alors la notion de minorité doit être problématisée. Les femmes ne relèvent d'une catégorie de genre mineur que dans la mesure où la primauté du masculin dans la société patriarcale est là, d'autant plus qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, si j'ai bien retenu les cours d'histoire, elles sont numériquement supérieures aux hommes dessinés sur les champs de bataille. Donc, comme le concept de minorité, le concept d'invisibilité nous est aussi apparu comme problématique, car l'invisibilité n'est pas totalement évacuée par le processus de visibilisation, on y reviendra plus tard avec Laurence, mais Marc a montré que les lieux de mémoire mettent principalement en valeur les suffragettes, c'est-à-dire un faible nombre de militants, tandis que la plus grande partie du mouvement, peut-être moins flamboyante, reste relativement invisible. De plus, la visibilisation du suffrage féminin par les lieux de mémoire exprime un consensus désormais établi autour de l'aspiration à l'égalité homme-femme, mais la mise en exergue de la binarité, dualité, binarité homme-femme, occulte les tensions générées par des définitions de genre plus récentes et plus complexes. Donc, il y a des invisibles qui perdurent. L'invisibilité attachée à une catégorie de genre a aussi été abordée par Anne Lem en mars dernier dans le séminaire du thème Métaphore du regard. Pour Anne, l'homme en tant que père est assez invisible dans les films d'animation des studios Disney qui font plutôt la part belle aux figures maternelles ou à ses substituts. Mais sous la houlette de Pixar, depuis le milieu des années 1990, le père est devenu objet de visibilisation
ce qui reflète l'évolution des rôles paternels dans la société contemporaine. C'est également une invisibilité de genre dont a traité la présentation de Liane Moyes en octobre dernier. Notre collègue de l'Université de Montréal a étudié 2 œuvres littéraires qui traitent des violences infligées au nom des normes du genre et du chemin parfois impossible vers la guérison après un traumatisme. Ce dernier aspect me permet, je crois, d'opérer une transition vers un autre type d'invisibilité, car notre collègue a beaucoup parlé de la difficulté de percevoir et de faire percevoir la subjectivité. Cette subjectivité qu'exprime ou peine à exprimer le corps, la parole ou le texte. Liane Moyes s'est interrogée aussi sur les différences entre le visible et le lisible, qui était au cœur de la communication de Jean-Louis sur les enjeux de l'illustration en mars dernier. L'invisibilité mentionnée par Liane Moyes m'a également paru avoir plusieurs points communs avec la présentation faite par Grégoire en décembre sur la nouvelle de Hemingway, Hills Like White Elephants, puisque là encore, c'est l'intime qui est invisible ou indicible, révélé à demi-mot par le texte. De manière plus générale, l'invisibilité du sujet et ses rapports complexes à la langue sont au centre de la réflexion menée dans le thème système, style, alterlinguistique. Comment la langue donne-t-elle à voir, à entendre ou à lire la pensée et l'affect? Comment les façonne-t-elle aussi? Pour Sarah, je comprends que les ateliers d'écriture plurilingue et la pratique de l'autotraduction visent à remédier à une invisibilité de la langue et de la culture de personnes immigrées qui sont coupées de leur environnement familier d'origine. La recherche de Monique prend notamment en considération les troubles d'enfants atteints de retard de développement linguistique et moteur. Donc, dans ces 2 cas, les individus relèvent une forme de marge ou de minorité linguistique qui appelle des réponses thérapeutiques ciblées, mais ces objets sont également censés nous éclairer sur des mécanismes linguistiques qui sont communs à la majorité. Enfin, il m'a semblé que les travaux d'Aurélie et de Mireille mettaient toutes les 2 en tension, de manière très distincte bien sûr, d'une part les affects singuliers qui composent la subjectivité de l'individu, et d'autre part, un système linguistique commun fondé sur une forme de rationalité. Dans le cas d'Aurélie, qui travaille sur la didactique de la traduction de textes pragmatiques, l'invisibilité est celle de la pensée du sujet traduisant. Quand les étudiants évaluent une traduction qu'ils ont réalisée ou qui a été réalisée par un tiers, ils sont encouragés à apprendre à dépasser le stade de la simple impression subjective. Le but est qu'ils s'emparent des outils d'analyse métalinguistique afin de tenir sur les mécanismes de leur pratique un propos individuel qui puisse être partagé avec les autres. Dans le cas de la recherche de Mireille, l'invisibilité de la subjectivité est abordée sous un angle très différent, littéraire et éthique, au prisme des récits fictionnels dystopiques que sont le livre 4 de Gulliver's Travels, que tu as mentionné, 1984, ou encore Brave New World. Dans ces textes, la subjectivité est invisibilisée, réprimée, au motif que tout système individuel est force de contestation de l'ordre global qui s'exprime, lui, par une langue hyper rationnelle, j'avais parlé plus glossie, une langue hyper rationnelle vidée de tout affect singulier. C'est tout que j'avais identifié. Merci Nathalie. Nous avons vu dans la présentation que vient de faire Nathalie un effort, un premier effort, bien entendu, pour essayer de mettre, de penser ce qui nous rapprochait quand on parlait de visibilité, d'invisibilité, mais aussi de processus de visibilisation et d'invisibilisation. Et souvent, nous remarquons que quand on parle d'invisibilité, ça va de pair avec la notion d'impuissance. Quand on est invisible, on est impuissant. Et pourtant, il y a des invisibles qui portent une puissance incroyable, un immense pouvoir. Et ça ne vous surprendra pas, je vais vous parler un petit peu de la foi. La foi qui est capable, mais depuis toujours bien entendu, de mouvoir avec une force incroyable des peuples entiers, pour le meilleur d'ailleurs comme pour le pire, on le voit encore aujourd'hui, sans pour autant qu'on puisse jamais prouver que l'objet de cette foi existe véritablement. On est vraiment ici dans l'intangible, dans l'invisible. D'ailleurs, on parle bien en anglais de leap of faith. Celui qui a la foi doit croire sans voir. La foi, c'est donc croire en l'invisible, donc c'est ce mouvement vers l'invisible, et
L'expérience intime de la foi, mouvement vers soi, est également invisible. C'est une sorte de double invisibilité, si vous voulez. On peut dire que les institutions, les lieux, même l'appartenance à un certain groupe de foi, ça c'est visible, bien entendu, ça peut même être très visible. Mais le domaine du fort intérieur, le domaine de l'intime, comme l'avait signalé précédemment Grégoire d'ailleurs, le domaine des émotions, sur lequel nous avons travaillé à Britex pendant 2 années, ce domaine-là reste par essence le domaine de l'invisible. Je passe maintenant la parole à Francesca. Je vais vous parler très rapidement donc d'un autre type d'invisibilité, celui de l'invisibilité de l'éphémère. Donc l'éphémérité, si on peut utiliser ce mot, lié au temps qui passe, participe également au catalogue des invisibilités. Tout moment vécu, ne l'est que pour un instant, se transformant aussitôt en souvenir dans l'esprit de la personne l'ayant vécu. La nature du souvenir est immatérielle, personnelle et subjective, donc invisible. Mais le souvenir peut avoir une dimension commune ou collective aussi, si le moment qui en est à l'origine est partagé. Il peut également avoir une dimension matérielle et donc propice à la mémorialisation, si l'événement en question a, d'une manière ou d'une autre, parfois même minime, fléchi le cours de l'histoire, laissant des traces derrière lui. Ces traces peuvent être plus ou moins tangibles, allant de la manifestation physique, destruction de villes, mort d'un roi, etc., dans l'histoire c'est un exemple, à la simple influence sur une prise de décision, ayant pour effet de modifier de façon plus ou moins étendue des rapports de causalité qui sous-tendent le déroulé de tout événement temporel. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, les traces s'estompent et disparaissent, laissant la place à l'oubli, manifestation ultime d'une invisibilité acquise, dont je pense que Laurence parlera un peu plus longtemps tout à l'heure. Sur un plan plus pratique, nous nous sommes interrogés sur l'éphémérité de certains événements ou phénomènes qu'il est impossible de recréer fidèlement. Il pourrait s'agir d'événements historiques marquants, des batailles, des cérémonies, des couronnements, etc., comme d'événements artistiques ou sportifs liés au jeu, à la performance ou aux arts de la scène. Comment reproduire fidèlement le son d'un instrument dont on a perdu les derniers exemplaires et dont on ne possède plus qu'une vague description? Comment s'imaginer l'ambiance de la première d'une pièce de Shakespeare au Globe Theatre au tout début du XVIIe siècle? Comment reproduire l'effet d'un chant grégorien entonné par des moines bénédictins dans une abbaye au milieu du XIe siècle? Les efforts de reconstitution existent et sont parfois impressionnants, mais l'expérience originelle restera à jamais insaisissable et donc invisible. Et pour rester dans l'insaisissable et l'invisible, il y a un autre thème. Donc là, on est un petit peu dans un effort de catalogage, hein, vous l'aurez compris, la nature des visibilités et des invisibilités plus particulièrement. On peut parler de traces, des traces et de la rémanence. Et si l'on s'interroge sur ce qui reste quand la vie s'éteint, on peut penser à l'exemple du spectre, à la présence spectrale qui perdure. Marc, lors de sa session, avait parlé de Spectres of Feminism. Ici, je n'ai pas résisté à vous présenter 2 photographies de William Mumler avec les photographies Spirit. On voit ici cette rémanence. Que se passe-t-il quand quelque chose n'existe plus, mais qu'il perdure de façon évanescente et intangible? On parle de spectre maintenant et vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que je trouve souvent, pas souvent d'ailleurs, dans mes archives de couvent, des références à des spectres, des fantômes, des apparitions, donc quelque chose qui se visibilise d'un coup, alors que d'habitude, c'est complètement invisible. Ces manifestations sont intangibles, elles sont invisibles en fait pour tous, sauf pour les quelques religieuses auxquelles elles décident de se faire voir, de se donner à voir. Et en général, ces manifestations, ces spectres, sont là pour rappeler aux religieuses du moment les principes
ou les pratiques d'un passé qui était souvent plus pur, plus zélé, plus grandiose, etc. Alors là, je pense à l'exemple, par exemple, j'en ai plusieurs, hein, mais à un exemple, le fantôme d'une ancienne religieuse qui était réputée sainte et qui est apparue à la prieure d'une communauté alors que cette communauté était très désunie, en proie à de véritables scandales, très en mal de dévotion à ce moment-là. Ce spectre a traversé le temps, a traversé les dimensions pour venir rappeler, un peu comme un écho, si vous voulez, le temps meilleur et aussi le socle de la vocation de cette communauté. Le spectre a aussi une autre fonction. Il peut galvaniser un petit groupe, et c'est le cas ici. Il a galvanisé ce petit groupe à travers le récit qu'en a fait la prieure. J'ai vu le spectre de la mère Untel. Oh, et soudain, on se reconcentre sur ce qui importe véritablement. La rémanence spectrale de ce passé qui est assez glorieux vient donc valider, pour utiliser un anglicisme, ce groupe de fidèles et par là même, du coup, décrédibiliser les autres. Nous sommes plus saints que vous, grâce à cette apparition spectrale. Il semble donc que souvent, les choix qui sont faits pour visibiliser certains sujets, certains groupes, certains individus, ces choix-là, par défaut, peuvent rendre les autres moins visibles, si ce n'est entièrement invisibles. Ce qui nous amène ici aux causes de l'invisibilisation. Les causes de l'invisibilisation peuvent être diverses. Il peut s'agir de déni. Il peut y avoir une intentionnalité derrière cette invisibilisation. Elle peut être volontaire ou bien au contraire involontaire. Oubli, perte, etc. Il y a des épisodes qui restent dans l'oubli ou qui tombent dans l'oubli parce qu'on les a invisibilisés vraiment volontairement. On les a réduits au silence parce qu'ils blessent, parce qu'ils dérangent. Il me vient à l'esprit, cheapen, esprit, ghost, spectre, l'histoire du couvent de Bruxelles, dont les conflits internes ont véritablement fait scandale. Mais quand je dis scandale, c'est scandale même au-delà des murs, dans les années 1620-1630. La réputation du cloître était complètement ruinée. Plus personne ne voulait entrer dans ce couvent. Mais ça, eh bien, on ne le saurait pas, même aujourd'hui, si l'on se contentait de lire les chroniques et les documents officiels. Parce que ces 2 décennies ont été complètement lissées par les rédactrices de l'histoire de l'ordre. Je vous ai mis un petit récapitulatif ici, mais rapidement. Proche du moment, en 1675, Anne Neville avait entrepris d'écrire une histoire de tous les couvents bénédictins anglais en exil. Elle avait donc demandé des notes à Mary Vavasour, qui était l'abbesse de l'époque de Bruxelles. Et l'abbesse lui avait fait parvenir ses notes. Mais dans ses notes, elle avait juste fait allusion, très très vaguement, à un petit scandale, mais même pas juste un petit désaccord, de rien du tout. Ça a duré 28 ans quand même en réalité, cette histoire. Tout le monde à l'international était au courant. Je vous cite, tout comme parmi les saints, des contradictions s'élèvent parfois. Dans cette sainte communauté s'élevèrent quelques différends. Je passe. Au fil du temps, les abbesses ont, comme elles, détruit cette mémoire. Elles ont même détruit systématiquement les documents, les vrais documents qui avaient trait à cette période. Je vous ai montré ici qu'ensuite, ils ont été découverts 2 siècles plus tard, en 1870, en consultant d'autres archives auxquelles les religieuses n'avaient pas eu accès. Mais, quand on les a découverts, on a continué à décider que ceci était un épisode trop scandaleux pour être visibilisé. Et donc, on s'est mis d'accord, je cite, « Il vaut mieux que tout cela soit oblitéré ou demeure inconnu ». Pour passer un peu plus vite, en 1978, c'est relativement récent, on a encore interdit à une religieuse qui essayait d'écrire l'histoire de l'ordre de dire quoi que ce soit à ce sujet. Et pour l'instant, rien n'est connu
officiellement de ce scandale, ce sera probablement pour l'année prochaine avec la publication de l'ouvrage sur lequel je travaille, nice plug, avec ma collègue américaine Jamie Goodrich. Il y a aussi des invisibilisations qui sont involontaires, bien entendu. Et pour rester juste 2 secondes sur l'histoire des couvents, elles ont été, bien entendu, invisibilisées par elles-mêmes. Elles ont aussi été invisibilisées activement par la destruction de leurs archives au moment de la Révolution française, puisque les révolutionnaires ont saisi tout ce qui appartenait aux institutions religieuses et ont détruit tout cela de façon systématique. Mais quand elles sont parties en Angleterre, elles avaient embarqué avec elles énormément de manuscrits, mais certains d'entre eux ont sombré ou se sont perdus pendant le voyage. Donc, il y a des invisibilisations qui, bien entendu, ne sont pas délibérées. Voici un petit peu ce catalogue. Et je laisse, pour rester dans le religieux, la parole maintenant à Anne. Oui, merci beaucoup, Laurence. C'est un autre exemple d'invisibilisation, de tentative de visibilisation des minorités religieuses. Et je pense que Nathalie a raison, peut-être un de notre travail sera aussi de revenir sur ce terme de minorité, qui en fait pose beaucoup de soucis et que les historiens en particulier n'aiment plus tellement. Ici, des minorités non établies. Alors, c'est-à-dire que une minorité non établie, ce n'est pas une minorité qui est d'une autre religion. Par exemple, en Angleterre, les pays protestants, les catholiques, pas ce qu'on appelle hétérodoxie, mais plutôt ce qu'on appelle une hétéropraxie, c'est-à-dire des façons de faire différentes de la religion d'État, de pratiquer le culte selon des normes qui ne sont pas celles qui sont établies par l'État, l'État qui finance le clergé et qui finance aussi ses archives. Autrement dit, les membres du clergé, entre guillemets, sont des fonctionnaires et il va y avoir beaucoup de mal à comprendre pourquoi certains de nos collègues, tout en étant de la même religion, n'acceptent pas de faire ce qu'on leur dit alors qu'ils sont employés par l'État. Et c'est vraiment ça qui va causer des difficultés. Alors, quelle est, j'allais dire, la nature de cette invisibilisation? Pourquoi est-ce qu'on invisibilise comme ça les communautés? Laurence en a parlé. Le premier problème, c'est le problème des sources. Parce que quand vous n'avez pas derrière vous la puissance de l'État, eh bien, qui a des modes d'écriture, d'enregistrement, de préservation à la fois centralisés et puissants, eh bien, il est beaucoup plus difficile pour vous de garder la mémoire de votre communauté. Parce que ces communautés n'ont pas, entre guillemets, de professionnels de la mémoire, comme il y avait dans les paroisses, les parish clerks. Ils n'ont pas, et là, moi qui ne sais pas prendre de notes, je les comprends, ce n'est pas pour rien que je travaille sur ça, ils n'ont pas de tradition, de méthode de la prise de notes. Par exemple, pour rendre compte de leur réunion, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le PV? Dans quel ordre? Par où commencer? Est-ce qu'il faut différents documents, différents fichiers? On dit aujourd'hui pour différentes tâches. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, ces communautés se posent exactement le même problème et il faut les former à la rédaction de leur PV. Alors aujourd'hui, c'est électronique, mais au XVIIe siècle, c'était exactement la même problématique. Il n'y a donc pas de tradition de préservation de manuscrits ou des carnets, pas d'institution locale ou nationale pour les enregistrer, comme il peut y avoir pour l'Église anglicane. Donc, on peut passer à la deuxième et dernière slide. Les conséquences pour les minorités, c'est qu'elles ne sont pas complètement invisibilisées, mais on va dire que leur histoire, il y a un phénomène de distorsion historique, parce qu'on n'a pas les mêmes sources, les mêmes documents. Un phénomène de, je ne savais pas comment dire, j'ai mis randomisation, c'est-à-dire on n'a pas la maîtrise de ce qui a survécu, ce qui n'a pas survécu, pourquoi, comment. Les documents qu'on possède
bah, ils ont été conservés un peu au hasard. Donc, il est difficile de faire sens du hasard, de parcellisation, de morcellement. Pour l'Église anglicane, il y a une maximisation des sources, il y a une organisation des manuscrits, il y a une centralisation, notamment à l'Ambers Powers Library, mais dans quelques autres lieux également. Et pour les groupes qui sont donc non établis, peu de sources ont survécu, elles ont été perdues, elles ont été détruites, elles sont complètement désorganisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de catalogage adéquat dans les archives. Elles sont évidemment décentralisées dans les archives des comtés, les County Record Offices, et il est difficile d'appréhender la représentativité des documents. Quand un document a survécu et non pas 100, 200, 300, 500 ans, est-ce qu'il est représentatif, est-ce qu'il n'est pas représentatif? Difficile de dire. Autre problème que moi j'ai constaté et qui invisibilise l'histoire de ces communautés, c'est la surreprésentation des institutions patrimoniales, des archives privées et non pas publiques. 2 exemples, 3, donc 4. Dr. Williams' Library, Congregational Library, the Friends Library, the Friends of the Quakers à Londres et la Boston Congregational Library, comme son nom l'indique, à Boston. Et vous voyez le petit écran de Google sur la gauche qui dit que la Dr. Williams' Library est permanently closed. Donc, elle existait depuis 1738. Elle a fermé l'année dernière, manuscrits, livres, collection complète. Je suis au chômage technique. C'est ça que ça signifie, en gros, ou quasiment. En fait, c'est Dr. Williams' Library et Congregational Library. Et clou du spectacle, les 2 communautés religieuses ne s'entendent pas entre elles. Donc, chacun a repris ses billes différemment et Dieu seul sait quand les collections redeviendront évidemment disponibles. Donc, ces institutions sont fragiles, institutionnellement parlé. Leur tradition de recherche et de collaboration avec les chercheurs est relativement récente, c'est-à-dire que jusqu'à une vingtaine d'années, il était même assez difficile d'aller voir ces archives. Et je ne sais pas comment mettre des termes, on va dire, pudiques, mais parfois, elles ont, ces institutions, des difficultés à collaborer avec les chercheurs ou chercheuses exogènes, c'est-à-dire qui ne sont pas de la même foi ou de la même dénomination. Pareil pour la France, citez-moi un historien du mouvement ou des mouvements huguenots qui sera protestant. Personnellement, je n'en connais pas. Et donc, il y a quand même ce poids de l'ancienne histoire ecclésiastique, même en 1925, qui vient parfois nous pénaliser. Alors, je posais la question, est-ce que c'est des formes de censure? Le terme est un petit peu grand. En tout cas, quand j'écris, l'institution privée qui détient les archives veut savoir ce que j'ai écrit et où. Alors, comme j'écris souvent en français et que personne ne parle français, c'est purement artificiel. En tout cas, on me le demande. On m'a jamais dit qu'il ne faut pas le faire, mais on me le demande. Et on m'a parfois dit, mais pourquoi vous vous intéressez à ça? Vous feriez mieux de travailler sur ça. Donc, il faut quand même le savoir et c'est une forme d'investigation. Anna parlait de censure, et ce qui me permet de faire une transition vers un domaine que je n'étudie pas dans la recherche, mais dont je parle parfois dans mes cours. C'est un aspect plus contemporain qui est celui de la manipulation, l'occultation et les discours de certains médias. Donc, on passe aux médias d'aujourd'hui. Et il est malheureusement évident que les mécanismes de censure, d'occultation, de manipulation de l'information sont plus que jamais à l'œuvre dans notre société pour visibiliser ou invisibiliser certaines réalités au profit d'autres discours, souvent politiquement orientés. Donc, parmi les causes de l'invisibilisation, on retrouve les enjeux liés au pouvoir qu'il soit politique, économique, culturel, idéologique, médiatique ou autre. Les médias ont toujours joué un rôle crucial dans la circulation de l'information, bien entendu, mais orientant aussi notre perception du monde. La notion de gatekeeping
n'est pas nouvelle et on le sait. Donc, journalistes et éditeurs professionnels ont toujours modéré les contenus de leurs publications, de leurs chaînes radio, télévision, proposant une vision nécessairement partielle et incomplète de la réalité. L'avènement d'Internet avait fait espérer une démocratisation des médias permettant une inversion partielle des flux d'informations vers une approche plus bottom-up ou bien citizen journalism, comme on le dit souvent. Mais on connaît désormais les dérives du système ayant encouragé la prolifération de fake news et de la désinformation. Donc, aux gatekeepers traditionnels se sont ajoutés toutes sortes d'algorithmes qui filtrent et modifient les résultats de nos recherches, ainsi que le contenu que nous recevons sur nos ordinateurs, nos téléphones, etc. Donc, ces nouveaux algorithmes, dont les formules sont elles-mêmes occultes, participent à l'invisibilisation sélective des réalités qui nous entourent. Il en découle l'absence d'une vision d'ensemble et la perte progressive de repères dont se servent certaines figures politiques et certains manières des nouveaux médias pour diffuser leurs idées. Sous prétexte de libérer la parole, on l'occulte. C'est en brouillant les pistes, en cultivant le doute, en repoussant les limites de l'acceptable qu'on blanchit les extrémismes. Le dernier exemple en date étant, bien entendu, la salutation nazie de M. Musk, déguisée par certains médias en comportement bizarre, propre à un homme atteint de troubles du spectre de l'autisme. On peut aussi, quand on essaie d'identifier les causes de l'invisibilisation, réfléchir au canon littéraire qui est examiné, je pense, de plusieurs façons en lien avec la thématique de l'invisibilisation qui nous préoccupe. On peut d'abord le penser comme l'ensemble des textes littéraires qui sont considérés par qui, pourquoi, comme devant figurer sur les programmes scolaires ou universitaires, ce qui revient, bien entendu, à visibiliser certains auteurs, certains groupes, certains genres, au détriment d'autres. Les textes et les auteurs qui sont déjà étudiés le demeurent, puisque les étudiants les connaissent, les universitaires aussi, on continue de travailler dessus. Lorsqu'on regarde, comme je l'ai fait, le programme de littérature à l'agrégation depuis 1947, on voit bien que le canon qui est étudié, bien qu'il ait évolué récemment, continue de visibiliser certains auteurs. Je pense à Shakespeare notamment. Je n'ai même pas compté le nombre de fois que Shakespeare est au programme de l'agrégation depuis 1947, parce que je pense que c'est chaque année moins 1 ou 2. Aphra Behn, dramaturge très très important, 0. Gulliver's Travels, 7. Robinson Crusoe, 1. On ne sait pas pourquoi. Non, moi aussi, mais non. Wuthering Heights, 6 fois. Frances Burney, 2 fois. Il y a des raisons qui expliquent certains de ces choix. D'autres, je pense, relèvent peut-être juste de la recherche qui est en cours, puisqu'on sait que ce sont les universitaires que l'on sollicite pour proposer les textes qui tombent à l'agrégation. Mais ce qui paraît évident, c'est que cela visibilise un canon qui est déjà existant en continuant d'invisibiliser d'autres textes et d'autres auteurs. Si on pense au canon davantage comme le panthéon des auteurs ou des textes que l'on juge, qui, pourquoi, classique, une notion qui est peut-être plus pertinente à la période qui est étudiée dans Britex que celle des programmes scolaires, qui n'était pas vraiment un critère à l'époque, les recueils tels que Samuel Johnson's Lives of the Most Eminent English Poets, qui est paru entre 1779 et 1981, n'en ont pas moins d'influence sur le lectorat contemporain. Sur les 52 poètes plutôt contemporains qui ont été présentés par Johnson, vous ne serez peut-être pas étonné de savoir que 52 étaient des hommes. On constate aussi parfois que ces louanges ou ces petites phrases assassines, Johnson aimait bien ça, ont contribué peut-être à façonner la postérité de certains de ces sujets. Je pense ici à Swift, dont Johnson a gentiment écrit « He began early to think or to hope that he was a poet ». Et c'est vrai qu'on ne pense plus tellement à Swift comme étant poète, alors qu'une grande partie de son œuvre était de la poésie. Johnson a aussi écrit « At last his anger was heightened into madness » et a probablement contribué à la réputation dont a souffert Swift d'être devenu non seulement misanthrope, mais aussi d'avoir perdu la raison à la fin de sa vie. Et cela a influé sur le regard qu'on a porté sur son œuvre. L'influence de personnages tels que Johnson sur le canon littéraire et sur ce qui a été visibilisé ou invisibilisé mériterait, je pense, d'être analysé un peu plus qu'il ne l'a été jusqu'ici.
Le canon établit aussi des normes de qualité stylistique et en termes de l'importance culturelle et sociale d'une œuvre ou d'un ou une auteur, alors que les normes stylistiques restent relativement prescriptives et que la production est toujours influencée par l'imitation des modèles classiques ou français à l'époque qui nous intéresse au prétexte, ce qui laisse peu de place pour l'originalité. On note tout de même une évolution lente au XVIIe, XVIIIe siècle, puisque le paysage littéraire se diversifie avec l'essor des récits de voyage, des journaux, des revues, etc. Une importance accrue est aussi accordée à l'expérience de l'individu, à l'ancrage social des récits et à leur vraisemblance. Et surtout, cette période voit l'émergence du genre nouvelle qu'est le novel, qui va s'imposer petit à petit comme le genre littéraire majeur, se substituant peu à peu au théâtre et à la poésie. La visibilisation d'un genre a pour corollaire une légère invisibilisation d'autres formes littéraires. Merci, Ruth. Donc, on a parlé au début plutôt d'invisibilisation, mais bien entendu, on ne peut pas le détacher de son corollaire, la visibilisation. Donc, dans cette partie, nous allons regarder un petit peu de plus près le dévoilement et la révélation. L'une des contradictions de la visibilisation, c'est que quand on choisit de visibiliser un groupe, on déplace le regard vers ce groupe et par conséquent, on court le risque d'en invisibiliser un autre. Ceci peut être involontaire ou, au contraire, relever d'une stratégie de mise en valeur aux dépens de l'autre. Par exemple, lorsqu'un groupe souhaite se mettre en avant par rapport à un rival ou bien se visibiliser en tant que groupe au détriment des individus qui le composent. Le cas contraire existe. On pense à la communication de Marc qui montrait il y a quelques mois que la notoriété, et tu l'as rappelé Nathalie, que la notoriété de certains individus dans les mouvements des suffragettes et des mouvements féministes avait en fait fait de l'ombre au but global du groupe. La visibilisation du groupe, donc, peut invisibiliser les individus qui le composent. C'est ce qui se passe pour les couvents, par exemple. Certains registres de profession ne notent rien de plus que le nom, le prénom, la date de prise de voile et la date de profession, et c'est tout. Parfois, on note le nom des parents, très rarement les dates ou le lieu de naissance de la religieuse. C'est vraiment maigre comme information sur laquelle se fonder pour faire un peu de recherche sur une personne. Mais c'est normal dans le contexte du couvent où l'individu n'importe pas. J'avais marqué importe peu, mais en fait, l'individu n'importe pas du tout. En outre, les archives livrent beaucoup de textes qui ne sont pas signés. Et là aussi, c'est normal puisque l'humilité veut que l'individu s'efface complètement dans le couvent pour faire corps. Pourtant, ces individus écrivent beaucoup et chaque jour. Certaines écrivent de la poésie, d'autres évidemment des réflexions spirituelles, des chroniques pour les plus historiennes, des livres de contes pour les comptables. Ça révèle beaucoup les livres de contes. Des lettres à leurs mécènes, des lettres à leur famille ou des lettres à l'évêque pour se plaindre. Sans ces lettres à l'évêque qui ont été gardées à l'évêché, on n'aurait jamais rien su du scandale dont je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple. Mais pour établir qui a écrit quoi, eh bien, c'est un véritable travail de détective. En plus, en théorie en tout cas, quand une religieuse décède, on prend soin de brûler tous ses papiers pour qu'elle cesse véritablement d'exister en tant qu'individu. Cependant, on garde parfois quelques documents savamment choisis s'ils peuvent être utiles à la réputation du couvent. Et c'est là que j'en viens à la visibilisation d'un groupe qui peut se faire aux dépens d'un autre groupe. En effet, pour les couvents, on assiste à la fondation de plus d'une vingtaine de couvents anglais en moins de 60 ans. Ça fait beaucoup. À partir de 0, arriver jusqu'à 20 en peu de temps. Il faut donc se démarquer de ses concurrents pour attirer les recrutements plus que son voisin. J'ai parlé plus haut de l'épisode du spectre. Cet épisode-là avait été utilisé à des fins de sanctification de cette communauté.
Dans ce même couvent, la stratégie de visibilisation fait état de nombreuses manifestations surnaturelles, fantômes, visions, révélations, etc., apparitions. Toutes donnent à voir la préférence divine pour cet établissement plutôt qu'un autre, elles plutôt que leurs voisines d'un ordre différent. Pour se visibiliser, on met l'accent ici, c'est pour ça que je parle de ça, il y a plusieurs autres méthodes de visibilisation, mais j'aime bien ce paradoxe ici, puisque pour se visibiliser, on met l'accent ici sur une abondance d'événements qui, eux, sont invisibles, en fait, ce sont des spectres, des fantômes. Et c'est cette abondance du visible-invisible qui, quand elle va être publiée, si vous voulez, dévoilée au monde, révélée au-delà des murs, va mettre en lumière la sainteté de cette communauté et la visibiliser mieux que ses voisines. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, on peut arriver. Francesca. Alors, faisant suite à mes remarques sur la nature de l'éphémère, il semble cohérent que j'intervienne ici pour parler des stratégies de mémorialisation et de reconstitution des événements passés par le biais de la performance. Ceci d'autant plus que, comme vous le savez certainement, Gérard et moi avons depuis peu commencé à travailler sur les films mettant en scène la Révolution américaine. Donc, notre projet est parti du constat d'une invisibilisation partielle de la Révolution américaine à l'écran. Il y a peu de films qui traitent directement cet argument, relativement au nombre de films qui existent, par exemple, sur la guerre civile, qui sont très nombreux. La question que nous nous sommes posée assez naturellement est pourquoi? On s'attache donc, dans ce projet de recherche, à visibiliser ou à découvrir et révéler les raisons de cette invisibilisation partielle. Donc, l'effacement relatif de la Révolution américaine à l'écran n'est pas uniquement une question de quantité, mais également de contenu et de choix de mise en scène. Ainsi, la guerre d'indépendance elle-même est souvent abordée de façon périphérique, de manière à servir de contexte, plutôt que de sujet principal des films qui la traitent. De même, les pères fondateurs sont souvent relégués au second plan des films, au profit de personnages de bas rang, qu'ils soient réels ou imaginés. Le rôle de ces figures de substitution dans le processus de mémorialisation cinématographique de la Révolution est sans doute celui de contrecarrer l'image parfois un peu figée et élitiste qu'on se fait de cette période de l'histoire américaine. On a tendance à présenter la guerre d'indépendance comme un gentleman's agreement passé entre natural aristocrats. Il y a également la question de l'esclavage, auquel la Révolution ne met pas fin, et qui continue de fâcher, décourageant peut-être aussi sa représentation. Parmi les raisons de l'invisibilisation partielle de la Révolution américaine à l'écran, il y a également une logique économique. Les reconstitutions d'Hollywood n'ont pas uniquement un but mémoriel et culturel, mais aussi et surtout économique. On met en scène et on révèle ce qui est susceptible d'intéresser, de divertir et d'attirer un public. Il a été avancé par certains que la Révolution américaine ne se prête pas à cette logique, car elle n'a pas de moment paroxystique susceptible d'attirer spectateurs et cinéastes. C'est en tout cas la thèse de Hanno Berger, qui explique l'invisibilité relative de la Révolution américaine par l'absence de ce qu'il appelle, en anglais, a dramatic and dramatizable kairotic moment to which the new political order can be tracked back. La visibilisation de la Révolution américaine se prêterait donc plus au format des séries, comme le montre de production récente sur John Adams et Benjamin Franklin, dont au titre John Adams, qui est sorti la série en 2008, et Franklin, plus récemment, en 2024. Je passe à un autre sujet qui est pas le même, mais qui peut encore servir de transition, juste pour dire un mot sur les arts visuels et la question de la révélation et du dévoilement dans les arts visuels. Donc, les notions de révélation et de dévoilement peuvent également s'associer aux arts visuels, qu'il s'agisse de peinture, de photographie ou autre. Lorsqu'on regarde un portrait ou un autoportrait, on se pose nécessairement la question de ce que l'image cache ou révèle. S'agit-il d'une manière de se déguiser
ou au contraire de se dévoiler. Les images ont un pouvoir qui dépasse parfois celui des mots. Ainsi, de nombreux photographes et photoreporters comparent leur appareil photo à une arme utilisée pour attirer l'attention sur une cause en particulier plutôt qu'une autre, ou pour dénoncer un problème social, révélant son existence au public. Un exemple parmi beaucoup d'autres, Gordon Parks, qui dans son livre Choice of Weapons, publié en 1966, affirmait « I chose my camera as a weapon against all the things I dislike about America, poverty, racism, discrimination. » Parmi les objets de recherche des membres de Britex figurent aussi des œuvres dont les modes de fonctionnement opèrent par le biais de l'invisibilisation afin que l'auteur puisse examiner ou communiquer plus librement des idées complexes, abstraites, parfois audacieuses ou dangereuses. Cela peut s'analyser de plusieurs façons. D'abord en en regardant des allégories, que ce soit des allégories à portée religieuse, comme Paradise Lost ou Robinson Crusoe, des satires aussi qui ont parfois des emprunts à l'allégorie, à des visées critiques, A Tale of the Tub, Battle of the Book, etc. Je vous ai mis une petite liste là, de textes à lire, si ça vous intéresse. Tous ces textes incitent les lecteurs à lire au-delà de ce qui est visible, au-delà du sens littéral du texte, pour essayer de percevoir, de dévoiler ce qui est dissimulé. Si on s'en tient à ce qui est visible, on passe à côté de ce que l'auteur tente réellement de transmettre. C'est la même chose dans le voyage imaginaire, dont je vous ai donné une petite liste de lecture aussi, si ça vous chante, ce sont des textes souvent assez drôles. Dans ces textes, la présentation d'un ailleurs imaginaire permet la mise en lumière implicite d'une analyse qui est souvent critique de l'ici. On en voit quelqu'un là-bas qui constate des différences entre l'ailleurs et l'ici, qui incite le lecteur à analyser ce qui ne va pas dans son propre pays. Et évidemment, il en est de même des utopies qui relèvent d'une forme de littéraire un peu spéculative, qui comprend aussi souvent un aspect ludique, humoristique. Je pense aux jeux de mots chez Thomas More, Utopia, Heathrow. Tous ces jeux de mots nous rappellent la polysémie du langage. Un mot n'a pas qu'un sens, un texte non plus n'a pas qu'un seul sens. Et ces textes incitent les lecteurs à lire entre les lignes pour dévoiler ce qui est volontairement invisibilisé par la présentation d'une société idéale imaginaire, à savoir la critique, souvent dangereuse, souvent risquée. On risquait la censure, on risquait parfois le bûcher de la société réelle. Et parmi nos travaux aussi figurent des recherches en production ou en analyse des modalités de traduction et d'adaptation. Ce sont des procédés qui permettent parfois d'atténuer l'invisibilisation d'œuvres d'auteurs qui ont été invisibilisées, soit en les visibilisant auprès d'un public nouveau par le biais de la traduction. Des textes deviennent visibles, accessibles, puisqu'on les a traduits dans notre langue. Ces techniques augmentent aussi l'accessibilité, donc la visibilité pour de nouveaux publics de versions BD, par exemple, ou d'adaptations cinématographiques de textes qu'on lirait avec moins d'intérêt quand on regarde un film ou quand on lit une BD. Et ces procédés peuvent également accroître la visibilisation de textes qui sont déjà très connus. Donc, parfois, on visibilise des textes inconnus, mais parfois on perpétue en fait la visibilisation existante de textes canoniques, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, tels que Robinson Crusoe, Gulliver's Travels, Pride and Prejudice. Il y a beaucoup d'adaptations de ces textes-là, beaucoup moins d'autres textes qui mériteraient peut-être de l'être. Donc cela pérennise la visibilisation du canon et évidemment l'invisibilisation de ceux qui sont restés à l'ombre. Merci Ruth. Donc, j'enchaîne avec un passage qui nous fait basculer vers un métadiscours maintenant. On va parler de la visibilisation et la recherche, mais on reste dans le champ de la traduction. Donc, tu as donné les grands éléments qui concernaient l'acte de traduction. Pour plusieurs d'entre nous dans ce programme, le processus de visibilisation prend la forme d'un travail de traduction sous plusieurs angles. La traduction éditoriale, c'est l'une des façons dont notre recherche contribue à mettre en lumière effectivement les auteurs qui sont déjà dans la lumière, mais par exemple le témoignage d'un personnage historique injustement oublié, ou bien un ouvrage à redécouvrir, ou un aspect méconnu de l'œuvre d'un auteur par ailleurs célèbre.
au sein de mon texte. Cette forme de visibilisation a été réalisée il y a quelques années par Gérard Hugues. Laurence va faire apparaître les trois couvertures de cette traduction et édition assez monumentale qui a été faite par notre collègue Paruchet Gross en 3 tomes. Gouverneur Morris, c'est un des rédacteurs principaux de la Constitution des États-Unis, donc c'est un personnage qui mérite l'attention des lecteurs français, même non anglophones. Voilà, pour ma part, au fil des années, j'ai traduit plusieurs ouvrages du XVIIIe siècle et je vais vous dire quelques mots de la dernière expérience en date. Donc, oui, j'ai porté les petits exemplaires aussi, mais elles sont sur l'écran. Donc, c'est une traduction avec édition critique qui a été réalisée en tandem avec Emmanuel Peraldo de l'Université de Nice. Donc, le texte traduit est de Storm, de Daniel Defoe, un texte paru en 1704, ce qui en fait le premier livre publié par cet auteur. Comme son nom l'indique, The Storm relate un violent événement climatique qui a ravagé le sud de l'Angleterre au mois de décembre 1703. Et la critique considère volontiers ce texte comme un écrit journalistique, un des premiers écrits journalistiques sous forme de livre, même si certains aspects de fictionnalisation rendent aussi le texte intéressant parce qu'évidemment, ça crée des ponts avec les romans ultérieurs de l'auteur. Donc, notre traduction, La Grande Tempête, a paru en décembre 2018, ça commence à faire un certain temps. Mais à l'automne dernier, Emmanuel et moi, nous avons eu le plaisir d'être recontactés par Classy Garnier, qui nous a appris que l'ouvrage s'était suffisamment bien vendu pour paraître au format poche. Voilà, c'est le cas depuis décembre. Et donc, le nouveau format avec la couverture illustrée, vous voyez là, je trouve beaucoup plus visible, beaucoup plus attrayant, ce qui laisse espérer que davantage de lecteurs francophones pourront le découvrir. Et je remercie Ruth qui m'a, par un petit mail, qui m'a averti que le livre avait été recensé par Le Monde là tout récemment. Donc, on a eu ce petit événement qui montre que le livre visibilise un texte de Defoe peut-être moins connu et qui nous avait paru intéressant. Voilà, et juste pour plaisanter, le poche visibilise, mais si vous voulez voir, c'est très petit. Avec des lunettes. Voilà. Alors, Defoe donc, peut encore être objet de visibilisation, même s'il est depuis longtemps reconnu, lu et étudié. Je note quand même qu'il y a des carences au niveau du concours de l'agrégation. Je vais profiter de vous avoir parlé de lui pour aborder les notions de visibilisation sous l'angle du canon littéraire, dans le cadre de la recherche et au prisme de l'écriture féminine. Donc, Defoe, c'est l'un des auteurs du XVIIIe siècle qui sont présentés comme les fondateurs du roman, dans une étude influente qui date évidemment d'un long moment, l'étude de Ian Walsh, The Rise of the Novel, parue pour la première fois en 1957. Le sous-titre qui est affiché à l'écran montre que nous avons affaire à des pères fondateurs, selon Ian Walsh, Defoe, Richardson, Fielding, auxquels s'ajoute enfin l'ouvrage de Smollett et Stone. Alors, pour ne pas être tout à fait injuste, il faut reconnaître que Jane Austen est mentionnée dans ces pages, mais le mérite principal de la fiction d'Austen, selon Watt, c'est de permettre une fusion entre l'humour de Fielding et l'introspection de Richardson. Donc, The Rise of the Novel, vous l'avez compris, c'est une étude critique très intéressante, mais désormais ancienne et contestée depuis plusieurs décennies. Le canon qui s'y dessine laisse apparaître en creux un grand oubli, un great forgetting, pour reprendre l'expression de Seskin qui est au tableau, un grand oubli des romancières et plus généralement des écrivaines avant Jane Austen et avant le XIXe siècle. La contribution des autrices à la production littéraire continue d'être réévaluée afin de leur rendre une plus juste place sur le marché du livre, dans les cursus universitaires, au jury du concours de l'agrégation. Ce Great Remembering fait notamment suite à l'apparition des ouvrages critiques de James Spencer et Dale Spender, donc je m'en tiens vraiment à des ouvrages classiques. Ici, donc à la fin des années 80, la même année, en 86, 2 textes paraissent qui sont devenus des classiques et qui s'opposent à la thèse de Watt. On le voit par leur titre, The Rise of the Woman Novelist, Mothers of the Novel, et qui démontrent que les femmes sont non seulement quantitativement majoritaires parmi les romanciers
du XVIIIe siècle, mais ont aussi fourni des romans de qualité qui méritent d'être redécouverts pour eux-mêmes. Hein, en tant que... Voilà, je vous laisse lire la citation, merci Laurence, de Dale Spender à l'écran qui tourne en dérision un canon totalement déséquilibré qui ne peut, selon elle, reposer que sur un mythe de création masculine. Donc, dans ce cadre, pour ma part, je m'intéresserai dans les prochaines semaines, non pas à une romancière du XVIIIe siècle, mais à une écrivaine malgré tout, la galloise Hester Piozzi, qui est née Hester Lynch Salisbury. Je souhaite étudier son récit de voyage, c'est ça qui m'intéresse dans un premier temps, un récit de voyage sur le continent publié en 1789. Mais au-delà de ce texte et au sein de Visibilisation, Hester Piozzi me paraît représentative de la manière dont les écrivaines du XVIIIe siècle ont pu être, si ce n'est totalement oubliées, hein, invisibilisées, du moins victimes de ce qu'on appelle parfois une rhétorique de la dépréciation. Cette rhétorique tend à rabaisser les écrivaines au rang d'amateurs et à présenter leur vie et leur œuvre comme simple moyen de se documenter sur des auteurs masculins jugés plus éminents. Ainsi, la carrière d'écrivaine de Piozzi a beau couvrir 45 ans. La perception que nous avons de son mérite littéraire pâtit de ses liens avec un auteur qu'on a déjà mentionné tout à l'heure, Samuel Johnson, le célèbre moraliste et lexicographe, lui dont on dit parfois qu'il est l'auteur de l'âge du XVIIIe siècle et l'âge, Age of Johnson. Alors, avant de devenir écrivaine, sous le nom de son deuxième mari, Hester Piozzi, a été Hester Frail, l'épouse d'un riche brasseur et l'hôtesse pendant 15 ans d'un salon intellectuel dominé par la figure de Johnson. Et Johnson, détail piquant, vécut même quelques années dans la demeure des Frail. Ces indications biographiques ont contribué à durablement réduire l'autrice, Hester Piozzi, à la figure de l'hôtesse, volontiers surnommée par la critique Dr. Johnson's Hester Frail, c'est-à-dire l'épouse d'un homme et la propriété d'un autre. Alors voilà, je souhaite consacrer une partie de ma recherche à mieux cerner les mécanismes qui ont biaisé la perception de sa place dans le canon et contribuer à ma manière à la visibilisation dont elle fait l'objet depuis quelques années, avec l'apparition de biographies qui ont fait la part belle non plus à ses liens avec Johnson, mais à sa riche production littéraire. Donc à gauche, il y a l'ouvrage de MacIntyre, qui lui, on voit mal le titre, mais s'intitule Hester, The Remarkable Life of Dr. Johnson's Dear Mistress, qui joue sur les sous-entendus de Mistress, tandis que l'ouvrage de MacIntyre, lui, on le voit, insiste davantage sur les mérites littéraires de l'auteur et non pas sur la dimension biographique un peu croustillante de Hester Frail. Voilà. Passons à la visibilisation, réhabilitation et réattribution, ainsi qu'aux études biographiques sur figures particulières peu connues que je souhaitais traiter ensemble et assez rapidement. Mon choix de traiter ces deux sujets ensemble, vous l'aurez compris, revient aussi à mon intérêt pour la figure de Philippe Marseille, personnage secondaire non présent par le personnage de du XVIIIe siècle et ceux des deux côtés de l'Atlantique. Alors, juste pour l'anecdote, c'est pour ça que je suis venue ici. Ça c'est le volume 3, mais c'est un 4 volumes. Un exemplaire des recherches historiques et politiques sur les États-Unis de l'Amérique septentrionale qui constitue l'œuvre majeure de Mansell. Et je trouvais que c'est assez révélateur que l'œuvre majeure de Mansell soit aujourd'hui publiée dans une collection intitulée Forgotten Books. Donc le travail de réhabilitation est bien nécessaire et il s'associe à une démarche de redécouverte, de légitimation et de diffusion des savoirs. Donc la visibilité relative dont Mansell a fait les faits s'explique en partie par la mise en lumière d'autres personnages bien plus connus de son époque et de son entourage. La liste est longue, mais pour les Américains, britanniques, américains d'adoption, Paine par exemple, mais aussi Jefferson, Franklin, Adams, Madison, Washington. En France, il évolue à côté de personnages comme Lafayette, Condorcet, La Rochefoucauld, Dupont de Nemours, etc. Donc c'est facile de disparaître lorsque le projecteur est mis sur ces personnalités éminentes.
Donc, la notoriété de ces figures d'envergure vient occulter les contributions des personnages mineurs, et c'est le cas également de Matsei, par exemple, dont une partie des recherches, la toute dernière, intitulée Le Supplément, a pendant plus de 2 siècles été attribuée à Condorcet, sans que personne ne remarque qu'il s'agissait plutôt d'un post-scriptum au travail du Florentin, et non pas d'une conclusion de l'influence de l'Amérique sur l'Europe du célèbre marquis mathématicien Condorcet. Donc, la réattribution du supplément à Matsei est un sujet sur lequel je travaille en ce moment. Je discute là-dessus notamment avec Guillaume Ansart, qui est un spécialiste de Condorcet qui travaille à Indiana University de Bloomington aux États-Unis. Et je compte rédiger peut-être un article à ce sujet, donc pour réattribuer et visibiliser ce personnage un peu secondaire. Donc, de manière générale, on remarque que les travaux de recherche récents portent de plus en plus d'attention aux figures secondaires de la période révolutionnaire, ainsi qu'à l'impact des échanges plus informels entre individus sur la circulation des idées à l'intérieur de l'espace atlantique. C'est le cas d'un volume que j'ai beaucoup apprécié, qui s'intitule Revolutions Without Borders de Jan Pulaski, paru en 2015, qui étudie les écrits laissés par ce qu'elle appelle des révolutionnaires itinérants, ou en anglais Traveling Revolutionaries, parmi lesquels on retrouve toutes sortes de personnes aux expériences très différentes. Donc, on retrouve les voix de Noirs affranchis comme Jean-Baptiste Bellé ou Laura Equiano, des journalistes comme Antoine Cérizet et Jacques-Pierre Brissot, connus, des abolitionnistes comme le Britannique Thomas Clarkson, des femmes comme Anna Falconbridge, épouse de Alexander Falconbridge, qui avait travaillé comme chirurgien à bord de vaisseaux négriers et qui avait ensuite qui était devenu abolitionniste. Mais c'est sa femme qui est la protagoniste, et non pas lui cette fois-ci. Donc ces figures, souvent silencieuses, retrouvent donc progressivement leur voix grâce aux travaux des historiens qui s'y intéressent. Parmi les monographies récentes sur les personnages un peu secondaires de la Révolution américaine, on note celui, encore une fois, sur Gouverneur Morris d'Émilie Littrand, donc il s'intitulait Gouverneur Morris, traducteur de la Révolution française, et celle sur Jean-François de Chastellux, un soldat philosophe dans le monde atlantique, à l'époque des Lumières, écrite par Émile Rode, qui était une doctorante de Bertrand Van Winkle. J'espère que celle que je suis en train de retravailler sur Matsei, avec le titre Philippe Matsei, The Sidelines of Patriots, verra bientôt le jour aussi aux presses universitaires de Virginie. Bon, encore faut-il que je termine de revoir mon manuscrit, mais... Alors, je vais peut-être vous lire le dernier exemple, et puis on s'arrêtera là. Hein. Vous n'aurez pas la présentation de Britex et du scandale, mais on ne voulait pas parler plus d'une heure. Donc, dernier exemple de lien entre la visibilisation, l'invisibilisation et la recherche, c'est le travail de l'archive. Et je regrette que Marc ne soit pas là parce que je vais vous parler des cartes. Mais pour commencer, pour vous dire un petit peu pour généraliser ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, moi, ce qui m'a toujours intéressé en histoire, c'est ce qu'on appelle le bottom-up. C'est-à-dire l'histoire dans les faits religieux, de déporter les regards vers les figures marginales et vers les croyances et les pratiques des plus humbles. Avec pour corollaire, je vous en parlais, le fait qu'il soit toujours difficile de trouver les sources et que souvent nous n'avons accès à cette parole de gens donc uniquement à travers les témoignages des clercs et des laïcs. Donc moi, au départ, en tout cas, je souhaitais essayer de rétablir autant que faire se peut cet équilibre, et avec Laurence et d'autres collègues, nous avons travaillé pendant 4 ans, vous le savez, sur le concept de religion vécue. Savoir comment est-ce qu'on peut aussi faire entendre les voix de gens qui n'ont pas accès à l'écriture et qui n'ont pas accès à l'imprimé. Et ça nous a vraiment limités. Limité, non pas limité, je vais parler de la limite maintenant, mais ça nous a au contraire ouvert un certain nombre de perspectives.
Je voulais quand même mentionner, je le mentionne aussi pour les étudiants de master, avec lesquels je n'ai pas eu le plaisir de faire de la paléographie cette année, puisque je l'ai faite en Allemagne, donc ils y ont échappé. Mais un problème dans ces sources, c'est quand même leur invisibilité. C'est-à-dire que si vous passez, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures à essayer de déchiffrer une page, soit in situ dans l'archive ou bien sur votre photographie, vous comprenez bien que la production des modernistes ne peut pas être temporellement la même en termes de production de recherche et de production de carrière aussi, parce que c'est un véritable frein, la question de la paléographie. Il y a peut-être un espoir, je ne sais pas, peut-être Grégoire nous le dira, et je serai encore plus au chômage technique, qui est que l'intelligence artificielle arrive à donner des résultats probants en paléographie, en description des écritures anciennes. On a beaucoup de travaux, hein, je pense notamment celui qui s'appelle Transcribus, mais ils sont encore très... sont des balbutiements, on en est au début, et pour que Transcribus marche bien, il faut lui donner des centaines, des milliers de pages d'un même auteur. Et il apprend à reconnaître la main. Sauf que par définition, quand on va dans un fond d'archives, on a une lettre par-ci, une lettre par-là, les mains changent, etc. Et là, pour l'instant, Transcribus, il ne fait pas faire. Mais je pense qu'on va y arriver et on n'aura plus ce problème de comment lire les sources. Je voulais vous parler de la question de la temporalité plus en détail, mais je ne vais pas le faire. Plus on s'éloigne dans le temps de l'archive, plus parfois, paradoxalement, elle devient plus visible. Parce qu'elle est mieux conservée, elle est mieux protégée, elle se patine et on n'a pas ce problème qu'on a dans les archives contemporaines sur lesquelles je travaille maintenant, de délai de consultation. Et je termine sur la question de la visibilisation par la cartographie historique. Quand on cartographie, on imagine qu'on rend visible. On va mettre des choses sur une carte et on va les visualiser. Le problème, c'est que je suis dans un groupe de recherche qui cartographie donc les minorités religieuses et diasporiques, donc les églises étrangères à Londres au XVIIIe siècle, scandinaves, enfin, ce qui deviendra allemande, française, hollandaise, etc. Et puis on a les catholiques, les portugais, les espagnols, etc., etc. Le problème, c'est ce que disait Laurence tout à l'heure, qu'en portant le regard sur des minorités qui n'ont jamais été cartographiées, on ne cartographie plus la majorité. Autrement dit, là aujourd'hui, on est en train de discuter avec la British Library pour avoir un jeu de données sur les églises des paroisses. Parce que finalement, nous, on a mis tout ce qui n'était pas établi ou pas paroissial, mais on n'a plus les paroisses. Donc, il faut récupérer des jeux de données. Donc ça, c'est un problème. Et le second problème, évidemment, c'est l'invisibilisation des groupes ultra-minoritaires. On est toujours la minorité de quelqu'un. Et donc, dans les groupes ultra-minoritaires, il y en a deux qui n'ont pas de possibilité de reconnaissance dans l'espace public, une question de tolérance aussi. C'est la question de l'islam. Pas de mosquée à Londres au XVIIIe siècle, 3 synagogues, il n'y a pas de mosquée. Nous, on se concentre sur les protestants, les catholiques et les juifs, mais pas l'islam, parce qu'on n'a pas une pratique publique attestée de l'islam à Londres au XVIIIe siècle. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Autre question qui m'intéresse beaucoup, c'est toutes les sectes. On parle aujourd'hui de phénomènes sectaires ou de dérives sectaires. Donc, ultra-minoritaires, comment on visibilise les sectes? Je vous montre simplement les deux projets. Ça, c'est le projet qui est sur une compagnie qui développe une base de données qui s'appelle Cryolab. Et puis, deuxième slide, Laurence, ça, c'est celle que nous avons faite et qu'on travaille avec les étudiants de L3 dans l'option sur le travail de l'archive. Et tout ça, c'est public. Vous le retrouverez facilement. Et ça a été préparé par Colin Harris, qui est un de nos anciens doctorants. Et vous voyez comment on cartographie les minorités religieuses dans le monde du XVIIIe siècle. Et tout cela nous amènera au sein. Très bien. En amont.
Voilà. Vous serez heureux de savoir qu'il y avait, si on avait eu le temps, mais je savais qu'on allait déborder atrocement, une petite partie pour vous montrer ce que l'on a l'intention de faire. Donc, ça, on va passer, mais sachez que nous avons des petits projets qui nous amèneront, bien entendu, à continuer à essayer d'interroger la notion de visibilisation, de dévoilement, de mise en lumière, etc., à travers le prisme du scandale, mais pas seulement d'ailleurs. Merci beaucoup.